Maintenant, j'aimerais passer à une partie qui est peut-être un petit peu plus polémique au sujet de 6D. C'est ce qui concerne donc ses caractéristiques générales et notamment ses défauts et avantages. Il faut savoir que avant même la sortie du 6D, il y a eu beaucoup de discours particulièrement réprobateurs, pour ne pas dire assassins, sur ce que Canon osait annoncer à son public. Effectivement, les gens se sont dit, mais comment Canon ose-t-il annoncer un appareil avec des performances aussi faibles, un appareil aussi peu intéressant, qui se démarque si peu de ce que fait Canon en général et la concurrence. Et donc beaucoup de gens avaient décidé, avant même que l'appareil ne sorte, que c'était une daube et que ça valait pas le coup qu'on s'y intéresse. Évidemment, l'appareil est sorti. Les gens qui ont testé l'appareil se sont rendus compte qu'il n'était pas si mauvais que ce qu'on croyait. Et bien sûr, il y a toujours eu des gens pour ne pas admettre qu'ils avaient tort et qui ont continué à argumenter contre le 6D. Alors si bien que le 6D malheureusement a été un petit peu handicapé par une mauvaise réputation relativement injustifiée qui l'a poursuivi donc pendant les premiers mois de sa sortie, ce qui a fait peut-être que le 6D n'est pas un appareil particulièrement populaire au niveau médiatique en tout cas. D'après ce que j'ai cru comprendre, apparemment le 6D s'est plutôt bien vendu. Il a eu un certain succès, mais au niveau des différents sites, des différents médias donc, qui en parlent, sur internet en tout cas, on a des avis plutôt mitigés, des commentaires parfois qui ne rendent pas vraiment hommage à ce qu'est vraiment cet appareil. Alors j'aimerais bien sûr réagir par rapport à ça, puisque je l'ai réellement utilisé, je pense que je peux me permettre de commenter certaines remarques. Pour commencer, je parlerai des vrais défauts du 6D, ce que je considère moi comme des vrais défauts. Je commenterai donc les prétendus défauts du 6D, des défauts qu'on a voulu coller sur le dos du 6D mais qui sont en fait très discutables. Et enfin, bien sûr, j'aimerais mettre en avant les qualités du 6D, car il y en a bien sûr, et on verra qu'elles ne sont pas négligeables. Alors pour ce qui est des vrais défauts du 6D, moi j'en vois deux surtout principalement. Alors pour commencer, un autofocus limité. Alors ça c'est un défaut effectivement qu'on lui a souvent reproché. Alors certains lui ont dit que 11 collimateurs c'était ridicule, que les appareils modernes devaient avoir plus, etc. Non, pas forcément, c'est pas forcément indispensable d'avoir 150 collimateurs, même si effectivement en ce moment il y a les marques commencent à se tirer un petit peu la bourre de ce côté-là pour savoir qui va mettre le plus de collimateurs dans son appareil. En vérité, c'est pas forcément hyper utile pour la photo en général. C'est sûrement très sympa pour la photo d'action en particulier, par exemple, pour le suivi de sujets, etc. Mais il y a énormément de situations photographiques qui ne requièrent pas d'avoir autant de collimateurs. Moi, ce que je reproche plutôt à Canon, c'est d'avoir été un petit peu pingre, notamment sur les techniques employées sur chacun des collimateurs. En effet, on a finalement, si on est un petit peu méchant, un seul bon collimateur sur le 6D. C'est le collimateur central. Le collimateur central est croisé à f5.6 et a une sensibilité supplémentaire, verticale je crois bien, à f2.8. Et c'est tout. Il n'est même pas double croisé. Moi je pense que ça aurait été un minimum, surtout quand on sait que les autres collimateurs ne sont même pas croisés. Voilà. Donc, moi j'attendais pas d'un tel appareil qu'il ait 150 collimateurs, ça je m'en fiche totalement, surtout que moi je suis de ceux qui n'utilisent que le central, donc le nombre de collimateurs autour ne m'intéresse pas, mais quand on voit le peu de collimateurs qu'il y avait, qu'est-ce que ça coûtait à Canon de faire au moins des croisés en collimateur secondaire et un double croisé en collimateur central. Je pense que sur ce coup-là, ils ont loupé le coche et ils ont loupé l'occasion de bien faire. Il y a aussi le fait que la couverture des collimateurs soit assez limitée. Effectivement, en largeur, on est très serré autour du centre, alors que normalement, les 24-36 sont des collimateurs un petit peu plus étendus sur les côtés. Si vous regardez bien la couverture des collimateurs du 6D, en fait, ça correspond à une couverture d'APS-C. Donc je pense que
Canon s'est pas trop foulé, n'a pas voulu profondément réétudier un système autofocus pour le 6D, bien qu'ils aient fait un capteur exprès pour le 6D, ils n'ont pas voulu faire le même effort pour l'autofocus, visiblement. Ils ont dû prendre un autofocus APS-C qu'ils ont adapté pour le 6D, et c'est à peu près tout, quoi. Donc on sent nettement quand même que Canon s'est pas trop foulé sur ce coup-là, quoi. Donc c'est un peu dommage, effectivement, le système autofocus est un poil léger. Ça sera surtout limitant pour les photographes d'action, hein, notez bien. À part ça, c'est quand même un autofocus qui fonctionne bien. J'aurai l'occasion d'en reparler, par contre, dans les avantages. Le deuxième défaut que je peux vraiment reprocher au 6D, alors là, bien sûr, pour un amateur, c'est qu'un détail. Pour un professionnel, par contre, c'est peut-être rédhibitoire. C'est le fait que le 6D ne dispose que d'un seul lecteur de carte mémoire. Alors, vous allez me dire, c'est pas si grave que ça. Pour un professionnel, ça l'est. C'est vraiment dommage, car le 6D aurait été l'appareil idéal pour un professionnel pour seconder un 5D Mark III, par exemple. Parce que, tout simplement, en qualité d'image, il est équivalent au 5D Mark III. Il est même un poil meilleur que le 5D Mark III. Et pour un professionnel, avoir un appareil de petit gabarit relativement léger, en plus dans sa sacoche, au cas où son 5D Mark III lui ferait défaut, ça aurait été vraiment sympathique. Le seul petit problème, c'est que quand on couvre, par exemple, un mariage en tant que professionnel, on ne peut pas se permettre d'avoir un enregistrement de photos sur une seule carte mémoire, et courir le risque d'avoir cette carte mémoire qui tombe en panne. Ça peut être plusieurs centaines de photos perdues. Et malheureusement, le 6D ne protège pas contre ce problème. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu étrange de la part de Canon, de ne pas avoir voulu fournir un deuxième lecteur de carte mémoire. Son concurrent, donc le D600 chez Nikon, par contre, a été mieux doté puisqu'il a effectivement un double lecteur, et sur ce coup-là, Nikon effectivement a mieux pensé son affaire puisqu'il l'a rendu plus séduisant pour des professionnels. Le 6D, malheureusement, souffre sûrement de son positionnement un peu étrange de la part de Canon, puisque Canon le classe clairement dans les appareils amateurs. Il suffit d'aller voir sur leur site, vous verrez qu'il est classé avec dans le milieu de gamme avec le 70D par exemple, alors que c'est un appareil à un chiffre. On sait que traditionnellement chez Canon, les appareils à un chiffre sont des appareils plutôt professionnels ou au pire semi-professionnels. Ici donc, clairement, Canon le présente comme un appareil amateur, mais avec des caractéristiques d'appareil professionnel, c'est-à-dire une résistance par exemple contre les intempéries, l'absence de flash, des choses comme ça, qui sont typiques des appareils plus haut de gamme, quoi. Bon, donc c'est un petit peu étrange de la part de Canon d'avoir négligé ce point-là, et c'est un peu dommage, parce que je pense qu'ils ont perdu l'occasion de plaire à des professionnels qui auraient aimé avoir cet appareil en double. On va passer maintenant du côté des prétendus défauts, donc des choses qu'on a reprochées aux 6D, mais de manière, je trouve, vraiment exagérée, souvent avec une mauvaise foi évidente, et je vais essayer de défendre un petit peu cet appareil sur ces points-là. Certains ont dit donc que l'autonomie du 6D était très faible, ce qui est rigoureusement faux. L'autonomie du 6D est même excellente, simplement il faut faire attention au moins à un point, c'est de désactiver le GPS quand on n'utilise pas l'appareil. Car le GPS a la particularité de continuer à fonctionner même quand l'appareil est éteint. Donc si vous ne désactivez pas le GPS, eh ben, il va continuer à tirer sur la batterie, et là effectivement vous ne disposez plus que de quelques jours d'autonomie. Donc c'est un point à vérifier. D'autre part, certaines options vont consommer de la batterie, comme par exemple, on peut programmer l'appareil pour nettoyer le capteur à chaque démarrage et à chaque extinction de l'appareil. Il faut savoir que ce nettoyage de capteur consomme beaucoup. Or, si vous avez juste un objectif monté sur votre appareil et que vous n'en changez pas pendant plusieurs jours, autrement dit, vous n'exposez pas l'appareil à la poussière, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser systématiquement le nettoyage du capteur. Donc je vous conseille vivement de désactiver aussi la fonction de nettoyage, qui n'est pas forcément très utile.
En ce qui me concerne, je désactive aussi la revue des photos juste après la prise de vue. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris la photo, l'écran ne s'allume pas systématiquement pour me montrer la photo, car j'aime bien en règle générale prendre des séries et regarder seulement après la série que je viens de prendre. Il est assez rare que je consulte photo par photo. Et du coup, ça évite à l'appareil d'allumer constamment son écran, ce qui consomme évidemment plus d'énergie. Quand on veille à tous ces petits détails, eh bien effectivement on s'aperçoit que l'appareil ne consomme pas spécialement. Dans des conditions de prise de vue standard, c'est-à-dire des prises de vue par vue, c'est-à-dire que l'appareil mesure à chaque fois la lumière, fait sa mise au point à chaque fois, puis il prend sa photo, donc c'est la configuration dans laquelle il consomme le plus, vous pourrez environ faire un millier de photos avec une batterie. Si vous faites de la prise de vue en rafale, là ça consomme moins, puisque la rafale en fait fait ses mesures avant la première prise de vue, puis ensuite fait de l'extrapolation pour les autres prises de vue, et à ce moment-là, on peut monter, enfin pour ma part, j'ai pu faire jusqu'à 1800 photos en rafale. Je me suis arrêté à 1800 parce qu'en fait ma carte était pleine, et il me restait encore 16% de capacité batterie. Donc vous voyez que selon les circonstances, on peut vraiment avoir de très grandes variations de consommation électrique. Donc en réalité l'autonomie n'est pas du tout faible, ça dépend surtout de votre façon d'utiliser l'appareil. Là encore, pour ce qui est de l'autonomie, c'est justement un appareil qui sait se faire oublier. De la même façon que le déclencheur est agréable à utiliser et s'utilise de manière totalement intuitive sans avoir besoin d'être concentré dessus, eh bien une fois que vous avez une batterie chargée dans votre appareil, vous partez pour votre journée. À la limite, vous n'avez pratiquement pas besoin d'emporter une deuxième batterie, quoi. Ou alors c'est que vous canardez comme un fou, quoi. Dans une utilisation moyenne, normale, avec une batterie, vous tenez facilement 2 ou 3 jours de photographie. Pour ma part, j'ai déjà tenu donc 3 jours avec une seule batterie en prenant 700 photos, et j'avais encore de la réserve. Je précise aussi au passage qu'il ne faut pas éteindre et allumer systématiquement son appareil quand on ne prend pas de photos. Alors, il y a des gens par exemple qui reprochent à Canon de manière générale de ne pas mettre de bouton on-off au niveau du déclencheur comme chez Nikon. Ça ne sert rigoureusement à rien. Déjà, il faut savoir que le fait d'allumer l'appareil consomme. Le fait qu'un appareil se mette en route surconsomme de l'énergie et provoque un pic de demande d'énergie au niveau de la batterie. Donc à chaque fois que vous allez allumer, éteindre, vous allez en fait plus consommer qu'en le laissant en veille. Et ensuite, vraiment, je vous le dis, avec le 6D, on ne consomme strictement rien en veille. Il m'est arrivé une fois ou deux d'oublier de l'éteindre en le rangeant, et puis quelques jours après de me dire « Ah, mais j'ai peut-être oublié d'éteindre l'appareil », j'ai vérifié, effectivement, j'avais oublié de l'éteindre, et l'appareil était toujours sous tension, il y avait toujours de la batterie. Donc quand vous avez un appareil qui tient plusieurs jours, 3-4 jours sans problème en veille, vous pouvez vous permettre de ne pas l'éteindre, et du coup vous n'avez pas besoin d'avoir un bouton on-off au niveau du déclencheur pour jouer les tireurs d'élite, là, allumer l'appareil et prendre la photo dans la foulée. C'est juste du théâtre, mais ça ne vous apportera rien d'intéressant. Ensuite, certains lui ont reproché l'absence de flash. Alors, ça encore, c'est un truc qui a vraiment pas de sens. Le flash, c'est sympa sur des appareils amateurs, sur des appareils débutants. Quand on cherche à placer un appareil pas très cher, qui présente un maximum d'options pour débuter, pour apprendre diverses configurations photographiques, bon, c'est sympa d'avoir un flash, ça permet d'éviter, quand on est débutant ou simple amateur, de se ruiner avec du matériel supplémentaire. Mais quand on commence à acheter un appareil au niveau de prix d'un 6D, c'est qu'a priori on est suffisamment argenté pour s'acheter un flash un minimum sérieux. Le flash interne est inefficace dans la plupart des cas, de toute façon. Il y a très peu de cas dans lesquels le flash interne vous permettra d'obtenir une vraie belle photo. Donc honnêtement, on peut largement s'en passer. Quand on achète un appareil du niveau du 6D avec la qualité d'image du 6D, c'est pas pour se contenter d'un flash interne. C'est pour utiliser un vrai flash, voire plusieurs, pour fabriquer une vraie lumière. Voilà, c'est pas du dépannage, quoi. Donc le flash interne, c'est sympa sur les appareils débutants, amateurs. En gros, pour moi, c'est assimilable aux petites roulettes qu'on met sur les vélos pour pas tomber. Et puis quand on est grand, on les enlève.
Bon, excusez-moi, je suis un petit peu provocateur, mais il y a un petit peu de ça quand même. D'autres lui reprochent encore sa rafale trop lente. On se demande bien pourquoi. C'est assez cohérent d'avoir une rafale relativement lente sur un 6D, dans la mesure où son autofocus n'est pas formidablement efficace. Ce n'est clairement pas un autofocus destiné à la photo d'action, donc visiblement, puisqu'on n'est pas dans ce registre-là, pourquoi faire une rafale ultra rapide? Ça n'a pas d'utilité particulière. En ce qui me concerne, cette rafale me suffit très largement. Quand j'ai eu besoin de temps en temps de prendre en rafale, c'est une fréquence qui m'a permis d'avoir les photos que je voulais. J'ai déjà fait de la photo sportive, donc en rafale, c'est suffisant pour avoir de bonnes photos. On n'a pas besoin d'analyser l'action au dixième de seconde près. Je veux dire, surtout que je ne suis pas un spécialiste de la photographie d'action, je ne suis pas un spécialiste de la photographie sportive, donc je n'ai pas, a priori, une grande utilité de la rafale. Une rafale lente a ses petits avantages quand même. Par exemple, au mariage, à la fin, donc, le couple s'était placé devant un fond, et quand les gens quittaient la salle, eh bien, ils passaient dire au revoir aux mariés, et ils se plaçaient à côté d'eux pour une photo de groupe. Quand on fait une photo de groupe, il faut toujours doubler, voire tripler sa photo, évidemment, parce que vous avez toujours des gens qui n'ont pas tout à fait le bon sourire au bon moment, qui ont les yeux un peu fermés, etc. Et donc c'est bien d'avoir quelques photos pour tirer la meilleure photo, bien sûr, d'un groupe. Cependant, au début, je le faisais en manuel, et comme je n'étais pas régulier dans ma prise de vue, parfois j'induisais les gens en erreur. Je prenais par exemple une photo, deux photos, et je tardais à prendre la troisième, du coup les gens commençaient à regarder ailleurs en croyant que c'était terminé. Et se laissaient surprendre donc par la troisième photo. Je suis passé en rafale, et comme la rafale est relativement lente, et bien ça permet de compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 à chaque fois que je prenais des photos de groupe. Donc c'est suffisamment lent pour que les gens s'aperçoivent qu'on les prend en photo, et suffisamment rapide pour ne pas traîner et faire attendre trop les gens. Ça a aussi un avantage, cette relative lenteur, c'est que ça permet aussi au flash de recharger et de fournir un éclair à chaque exposition. Alors qu'avec une rafale vraiment très rapide, le flash risque de ne pas suivre. Donc honnêtement, moi je l'ai trouvé en fait très pratique à utiliser pour ce que j'en ai fait bien sûr. C'est pas un appareil pour la photographie d'action, donc on oublie la rafale ultra rapide. Sur un appareil comme ça ne sert strictement à rien.